Le message du messager. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Dès mon enfance, le 18e jour du 7e mois de la 80e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 7e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 8e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 43e année de la vie de Patraël, le 2e jour de la semaine, Cape Town, Afrique du Sud. 4e partie. Arrivé le 17e jour du 9e mois, j'ai commencé à écouter les prières de la sœur Anne-Marie Avie Amena et du bien-aimé Mathurin Zaoulibi depuis Kinshasa en République démocratique du Congo, tandis que eux se trouvaient à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je les exauçais le même jour. C'est là le mystère de la médiation. Et maintenant, au 11e mois, les bien-aimés Ezekiel Bedi cherchaient un moyen de tirer des copies des manuscrits de ma publication, les plus grands mensonges de l'ennemi démasqués à ce jour. Comme il rencontrait des difficultés, il fit appel au bien-aimé José Eric qui s'y connaissait mieux pour l'aider. Mais lorsque ce dernier lut le contenu, il écrit également. Cette publication était tellement puissante qu'elle suscita de vives réactions. On m'accusa de toutes sortes de choses. Certains m'appela démon, fils de Satan et d'autres noms similaires. Pourtant, malgré toutes ces attaques, la publication toucha profondément de nombreuses personnes. Et même les frères qui me soutenaient firent eux aussi l'objet d'insultes. Un mois plus tard, le 12e jour du 12e mois de la 73e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la dernière année du règne de Joseph Kabila, l'année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la première année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 36e année de la vie de Patraël, le 6e jour de la semaine, juste plusieurs visions concernant le mystère du royaume de Dieu. Puis survint une grande vision qui me surprit profondément. Dans cette vision, je me voyais dans une voiture très particulière, dépourvue de volants, de boîtes de vitesse et de tableaux de bord. Et pourtant, c'était moi qui en tenais le contrôle. J'ai vu alors Saron arriver accompagné d'une amie. Elle dit à son amie de monter par la porte située à ma droite, tandis qu'elle-même monta par la porte à ma gauche. J'ai commencé à rouler. Comme c'était la première fois que l'ami de Saron montait dans une telle voiture, elle devint très agitée et me posa de nombreuses questions. Comment conduisez-vous cette voiture qui n'a ni volant, ni boîte de vitesse, ni tableau de bord? J'ai répondu alors, les pièces que tu demandes, ce sont celles que je veux. Mais cette voiture est spéciale. C'est difficile à expliquer. Je la conduis simplement par ma pensée. Regarde attentivement et tu comprendras. Je continuais à conduire jusqu'à ce que je vois un homme se tenir devant la voiture, me faisant signe de m'arrêter. Au lieu de m'arrêter, je me mis à le poursuivre, prêt à le percuter. Puis j'entendis quelqu'un assis à l'arrière dire « Il fallait juste klaxonner ». J'ai répondu intérieurement « Il n'a pas respecté l'ordre. S'il voulait me parler, il aurait dû me faire un geste clair au lieu de se tenir devant la voiture comme pour m'arrêter. C'est pour cela que je l'ai poursuivi afin qu'il comprenne qu'on ne se comporte pas ainsi avec moi. » Après un moment sur la route, nous arrivâmes à un endroit où je devais prendre d'autres passagers ainsi que quelques colis. Je m'arrêtai donc et certains descendirent de la voiture pour prendre l'air pendant le manœuvre. Quelques minutes plus tard, nous étions tous remontés dans la voiture pour reprendre la route. Comme j'avais pris beaucoup de passagers, la voiture était désormais pleine à craquer et mon siège habituel était occupé. J'ai dû donc changer de place et m'installer à l'arrière. Malgré ces changements, c'était toujours moi qui contrôlais cette magnifique voiture très spéciale. Après avoir parcouru une certaine distance, nous arrivâmes à un endroit où des jeunes gens avaient dressé un barrage pour demander de l'argent aux conducteurs, prétextant qu'ils avaient arrangé la route. J'ai coupé donc le moteur et descendu de la voiture pour m'adresser à eux. Mais pendant que je les parlais, la voiture disparut subitement. Je me trouvais alors sur une moto à sa recherche, me répétant « Je dois retrouver cette voiture, ma femme est dedans ».
Et comme la personne qui conduisait la moto avait été derrière la voiture avant sa disparition, je lui demandais s'il l'avait vu. Mais il répondit que non. À peine avais-je entendu sa réponse que j'ai vu des hommes armés jusqu'aux dents. J'ai compris aussitôt qu'il s'agissait d'un piège soigneusement préparé. Des soldats étaient camouflés sous les branches des palmiers bordant la route, utilisant la végétation pour se dissimuler. Immédiatement, j'ai commencé à lancer des bombes sur les différentes casernes tout en tirant en même temps. Les soldats ripostaient de tous côtés, tirant de gauche à droite sur moi. Je me répétais, je dois tout faire pour retrouver ma femme qui est restée dans la voiture. Après un court instant, le combat se transforma en un affrontement corps à corps. J'ai constaté alors que les armes ne produisaient plus aucun effet sur moi. Les balles et les flèches se brisaient en 1000 morceaux dès qu'elles touchaient mon corps. Mes mains devinrent comme des lérins et avec elles, je pouvais arracher les mâchoires des soldats. Tout ce que j'ai touché commençait à fondre comme du plomb. Face à l'apparence terrifiante que j'avais prise, personne n'osait plus tirer sur moi ni s'approcher. Rien ne pouvait me blesser ni me tuer. Tous les soldats, y compris leur chef, me regardaient avec une crainte et un étonnement mêlés. Pendant que j'observais dans leur camp, j'ai vu la voiture très spéciale que je cherchais coincée dans un ravin. À première vue, aucun signe de vie n'était visible à l'intérieur. J'ai touché le tôle de la voiture avec mes mains qui se fondaient comme du plomb. Tout en faisant cela, je m'adressais aux soldats qui me regardaient avec étonnement. Les autres passagers peuvent mourir. Ils peuvent perdre la vie dans cet accident, mais pas ma femme, car elle est de la même nature que moi. À peine avais-je prononcé ces mots que j'ai vu le pied droit de Massaron. Au premier abord, j'ai cru qu'il s'agissait d'une main à cause de ses orteils. Et lorsque je l'ai pris, oh! Elle se releva. Son corps était lui aussi en airain comme le mien, provoquant une grande agitation parmi les témoins. J'ai dit alors, voilà le plus grand mystère du troisième pôle. Des êtres anéreins, immortels, au corps parfait. Massaron rayonnante de joie, souriait pendant que je parlais. J'ai remarqué ensuite que mon bras droit commençait à relever la différence entre nos deux corps. Le corps anérein pouvait adopter la forme parfaite de tout mon corps et de ma peau. J'ai montré aux personnes présentes cette peau sans rides pour les révéler la perfection de ce mystère. Ensuite, j'ai commencé à sortir du ravin pour parler aux témoins de ce plus grand mystère du Seigneur notre Dieu. Maintenant, lorsque j'ai sorti du ravin, accompagné de Massaron, nous aperçûmes de nombreuses ambulances avec des gens étendus sur des civières. Plusieurs étaient grièvement blessés et quelques cadavres jonglaient le sol. Juste devant nous, à quelques pâtés de maison, j'ai vu une personne que nous avions transportée dans la voiture étendue sur une civière, gravement blessée. Massaron voulait intervenir immédiatement, mais je l'empêchais lui disant de bien m'observer. Je m'adressais au docteur qui s'occupait de ses patients et lui ordonnais de retirer toutes les perfusions. Et là, Massaron regardait avec surprise. Lorsque le docteur retira les perfusions, l'état de l'homme empirait, devenant critique. Mais dès que je le touchais, il s'éleva de la civière complètement guéri. Une immense joie l'envahit et il commença à célébrer sa guérison devant tous les témoins. Après cela, quelqu'un m'informa que 3 personnes qui étaient dans la même voiture que nous avaient perdu la vie. À l'attente de cette nouvelle, ma femme entra dans une panique totale. Je lui dis alors calmement, n'ayez pas peur, rien ne peut me troubler. Je l'encourageais à continuer à m'observer attentivement. Puis, d'un simple toucher, j'ai ressuscité les 3 personnes, les ramenant à la vie sous ses yeux ébahis. Soudain, la scène changea. Je me trouvais devant une grande foule venus pour m'écouter. Tous me regardaient avec étonnement. Je m'écriais, oh, Jésus, viens voir la semence que tu as sémée, car elle a atteint la perfection. Et moi, qui me tiens ici, je suis la preuve vivante et le fruit de cette œuvre que tu as commencée. Je me tournais alors vers la foule et ajoutais, regardez-moi bien, vous tous, j'ai 36 ans. J'avais aussi 36 ans dans la vie réelle. Mais dans ce corps parfait, j'apparais comme quelqu'un de 18 ou 20 ans. N'est-ce pas là la jeunesse éternelle que tous les saints attendaient?
Puis je m'adressai aux saints qui sont dans les repos. Oh, Pierre, témoin de la vérité, réveille-toi et viens contempler ce corps parfait sans ride ni aucun signe de vieillissement. Masaron à mes côtés rayonnait de joie. J'ai poursuivi. Oh, Branham, réveille-toi aussi et viens voir la perfection de ce que tu as tant prêché sur le troisième poule. Puis la vision me quitta. Après cette grande vision, j'avais compris que quelque chose d'important était sur le point de se produire, car Saron avait elle aussi expérimenté un changement. Elle ne pouvait plus mourir. Quelques semaines plus tard, je l'accompagnais juste dans leur parcelle. Alors que je me tenais debout, sa grande sœur Annie vint me chasser. Je refusais de partir disant, tant que ma moitié est ici, personne ne peut me chasser de cette parcelle. Et Bendé s'est mis alors à crier sur Annie sans la toucher. Et le Seigneur me révéla que c'était sa manière d'exciter ses esclaves spirituels. Les gens du quartier accoururent pour empêcher Annie de me faire du mal, car elle s'apprêtait à me lancer des objets. Sa petite sœur Nicole, la grande sœur de Saron, intervient également et déchira la chemise que je portais. Ensuite, des membres de la famille et des habitants du quartier me firent sortir de la parcelle en me soulevant et me transportèrent jusqu'au coin de l'avenue. Une foule me suivait. Des voisins, quelques membres de la famille de Masaron et elle-même portant mes babouches. Une fois arrivés, ils me dirent de prendre une moto tout en me lançant des menaces. Si tu restes encore ici, nous allons te frapper très fort. J'ai souri à leurs paroles. Rosette, la grande sœur de Saron, dit alors, Patraël est normal. Il n'a pas perdu la tête. Il doit nous expliquer pourquoi il agit ainsi. Alors celui qui m'avait menacé prit alors sa main et ils partirent tous ensemble. Puis Saron m'accompagna sur quelques avenues. Je voulais prendre un moyen de transport, mais le Seigneur m'interdit de le faire, me disant de continuer à pied dans cet état. Ainsi, j'avançais sous le soleil, portant une chemise déchirée, marchant pendant l'équivalent de 4 heures. Arrivé à la maison, juste une vision dans laquelle le Seigneur me disait de garder cette chemise déchirée lorsque j'irai rendre visite à Masaron. Cette nuit-là, Masaron fit chasser pour la 2e fois. Cette fois-ci par son grand frère Redi Mboyo, à cause de ma présence. Ne me supportant plus, il menaça Masaron de mort avec un mortier. Elle s'échappa alors dans la nuit, emporta ses habits pour aller dormir chez un membre de sa famille juste en face de leur parcelle. Puis après, elle me téléphona pour me raconter ce qui s'était passé. Je lui répondis, dans ce cas, je serai là le matin, attends-moi. Le matin venu, elle enfila sa blouse en pagne dont je l'avais achetée avec l'argent de la dot et alla m'attendre à l'arrêt de bus. Une fois arrivée, elle me raconta tout ce qui s'était passé. Je lui ai dit alors, cette fois, je ne ferai pas comme la première fois. Tu dois rentrer chez vous. Ton grand frère n'a aucun droit de te chasser de la maison car c'est la parcelle de votre père et tu n'es pas enceinte. J'ai été vraiment fâché. Puis, Saron me suggéra d'appeler maman Christine. Au début, je refusais, craignant qu'elle n'aggrave les choses. Mais Saron insista et finalement, je lui donnai mon autorisation en précisant exactement ce qu'elle devait dire à maman. Elle fit exactement cela. Je m'éloignai de la cabine où elle passait l'appel. Mais de loin, j'ai vu la déception sur son visage. Elle était vraiment découragée car maman Christine avait répondu qu'elle ne pouvait pas venir étant seule à la maison et garder les enfants de la petite sœur Nancy Kakunsa. Je me dis très bien. Et comme le Seigneur m'avait révélé où se cachait le pouvoir de ma belle-mère qui est dans ses cheveux et la vision m'indiqua comment le prendre afin de la pousser à agir d'elle-même sans envoyer ses enfants pour remplir sa coupe. J'ai pris le temps de préparer Saron afin qu'elle n'ait plus peur et qu'elle reste courageuse parce que la première fois, lorsque j'ai prononcé la parole sur Ebende, elle s'était cachée de peur. Maintenant, après cette préparation, je lui dis allons-y et je lui ai pris la main. Une fois arrivé dans la parcelle, je lui ai dit de s'asseoir par terre sur un sac de sable. Quant à moi, j'ai resté debout et commencé à parler à haute voix. Tu es dans la parcelle de ton père Mboyo Iloko. Tu n'es pas la fille de Etwe. Alors personne ne peut te chasser de la parcelle de ton père. Je suis ici pour voir qui osera te chasser à ma présence. À cet instant, son grand frère Redi Mboyo sortit de la maison en courant vers moi. Lorsqu'il arriva, il me poigna par le cou avec sa main
droite, j'ai fait de même. Et comme j'étais plus fort, les 3 grandes sœurs de Saron sortirent de la maison pour défendre leurs frères. Voyant cela, les gens du quartier interviennent pour nous séparer. Après cette séparation, j'ai resté debout dans la parcelle. Ils firent alors appel à un prédicateur d'une dénomination pour tenter de me calmer. Mais j'étais vraiment en colère. Je lui ai dit, je suis venu pour Ebende, pas pour toi. Éloigne-toi de moi. Voyant que je n'écoutais personne, il appela Massaron pour tenter de me calmer. Pendant ce temps, Redi dit, cet homme était normal. On ne comprend pas comment il est devenu d'un seul coup sale. Il a un problème à la tête. Directement, leur pasteur suggéra, alors laissez-les et venez avec moi dans la maison. Redi refusa et dit qu'il devait d'abord sortir de la parcelle. Toute la foule s'est mise alors à me traîner hors de la parcelle, me jetant du sable dans les yeux. Mon corps tout entier fut recouvert de sable. Une fois hors de la parcelle, je leur dis de me laisser car j'étais sur un espace de l'État congolais et non sur leur terrain. Ils me laissèrent et commencèrent à m'observer. Puis j'ai vu Massaron courir pour passer un appel à ma famille. Par peur, ses sœurs la suivirent pour l'empêcher de le faire. Et au bout d'un moment, je les ai vus venir avec Massaron dans la parcelle et pénétrer dans la maison. J'ai resté avec la foule qui était venue assister à la scène et commencé à parler de la parole de Dieu remplie des promesses du 3e poule à haute voix devant la parcelle. Après plusieurs minutes, j'ai vu Ebende perdre courage et s'asseoir sur une petite chaise devant la porte de la maison, la tête basse. À ce moment, une voix dit, c'est le moment. Oh, Dieu des esprits de prophètes. Juste après avoir entendu la voix, j'ai commencé à m'approcher de la parcelle par petits pas, lançant des défis en ces mots. Je suis à la porte de votre parcelle. Je vais maintenant voir celui qui prétend m'empêcher d'arrêter Ebende. Oh, Redi, viens m'arrêter encore. Et comme tu as voulu tuer ma femme, je veux que tu la tues maintenant pour que je la ressuscite devant vous. Car j'ai le pouvoir de ressusciter les morts. J'avançais lentement jusqu'à l'endroit où Ebende était assise. Arrivé là, j'ai pris encore un moment pour révéler sa sorcellerie devant les gens qui m'observaient. Puis je la frappai sur la tête en touchant ses cheveux et déclaré, je la tiens. Après cela, j'ai sorti de la parcelle et rentré à Bondo dans la commune de Ngiringiri à pied. Peu après moi, ma mère arriva dans la parcelle de Bende, accompagnée de maman Sylvie Kasweka, Nancy Kakunsa et Chris Mavu, notre cadet. Vu cela, les grandes sœurs de Saron commencèrent à vouloir la frapper, accusant qu'elle les avait appelées. Maman et ses compagnons interviennent pour protéger Saron, l'attirant vers eux afin qu'elle ne soit pas blessée. Mais dans la lutte, Saron se retrouva au milieu de 2 groupes et fut tué de chaque côté, ce qui déchira sa blouse. Ses sœurs et le partisan commencèrent à insulter ma maman et ceux qui l'accompagnaient en disant, votre patrael a insulté notre maman et lui a frappé, nous ferons de même avec vous. Avant qu'il ne puisse agir, les habitants du quartier interviennent et conseillèrent à maman de laisser tomber, les rassurant que j'étais sain et sauf. Lorsque maman rentra, elle s'est mise à crier contre moi. Toi, tu n'écoutes personne, je ne te reconnais plus. Comment peut-il faire de telles choses? Elle ajouta, il faut qu'on retourne à l'hôpital. Tu es encore malade. J'ai répondu calmement, je ne suis pas malade. Je protège ma fiancée car sa mère est une grande sorcière. Puis j'ai précisé, si vous persistez à dire que je suis malade, alors voici mes conditions pour suivre un traitement. Commencez d'abord par des examens neurologiques avant de me prescrire quoi que ce soit. Car ce que vous appelez maladie, c'est l'onction du Seigneur. Je suis un serviteur de Dieu. Maman rétorqua, de quelle église parles-tu? Tu restes à la maison presque tous les premiers jours de la semaine. Elle conclut, je vais appeler ta grande sœur Mado. Le lendemain matin, j'ai vu arriver ma grande sœur Mado Makinda accompagnée de monsieur Mungulu, l'un des responsables de la parcelle où elle loue, afin qu'il nous accompagne vers un autre centre de soins psychiatriques, celui du docteur Ntimba Anjili Sainte-Thérèse, vu que ma mère ne voulait plus me ramener au centre Téléma à cause
rapport des complications et de l'inefficacité qu'elle avait observé après les médicaments de ce centre. Elle avait donc décidé de changer d'établissement. À notre arrivée, on demanda mes coordonnées. Quand je me mis à parler, la réceptionniste me regarda étonnée et dit: Monsieur, vous êtes normal. Pourquoi venez-vous voir le docteur Ntimba? Sa spécialité, c'est les problèmes mentaux. J'ai répondu: ce n'est pas grave, faites juste votre travail. Ne vous inquiétez pas. Après plusieurs heures d'attente, nous fûmes reçus par le docteur. Ma mère lui expliqua qu'après plusieurs mois de traitement au centre Téléma, j'ai continué à créer des troubles chez Saron, en affirmant que ma belle-mère était une sorcière. Elle ajouta que je lui avais posé une condition pour suivre un autre traitement, réaliser des examens avant de me donner des médicaments. Le docteur accepta de prescrire les examens à réaliser dans son centre. Cependant, avant même d'avoir le résultat, il me prescrivit des médicaments le jour même en déclarant: ces médicaments vont effacer toute votre mémoire, vous redeviendrez normal. Il demanda à ma mère d'apporter les résultats des examens et d'amener Saron au rendez-vous suivant. Et au rendez-vous suivant, lorsqu'il aperçut Saron, il conclut: c'est bien sa femme, ils se ressemblent. Après avoir examiné les résultats, le docteur déclara que tout était normal, mais continua quand même à me prescrire des médicaments. Saron me dit alors: pourquoi tu prends ces médicaments au moment où tu sais que tu n'es pas malade? Je lui répondis: c'est ce que Dieu veut que je fasse. Alors, rassure-toi. Après le départ de mon grand frère, ce fut le tour de Chris Mavumuzembe, notre cadet, de se moquer de moi. Il me donna le nom de nouveau bébé de maman. Cela n'a pas duré, la grand-mère maternelle mourut depuis le village. Et Chris voyagea aussi le même jour de la nouvelle pour la République d'Afrique du Sud. On était restés 3 personnes dans la maison de Bondo, donc maman Christine, moi et bébé Kamono, une de mes grandes sœurs du côté maternel. Peu de temps après le départ de Chris, des travaux de rénovation commencèrent dans la parcelle pour revaloriser les maisons. Puis, le 18e jour du 11e mois de la 74e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la première année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la deuxième année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 37e année de la vie de Patrel, j'ai transmis au docteur Ewald Frank la brochure intitulée « Message du roi à Ewald Frank d'Allemagne » et le même jour, je l'ai publié sur le site Patrael Messager ainsi que partiellement sur ma page Facebook. Dans ce message, le Seigneur avait demandé au docteur Ewald Frank de présenter des excuses à la génération présente pour avoir déformé la vérité de son expérience concernant Matthieu 24, section 45 à 46. Cette expérience n'était qu'une inspiration, mais il avait présenté durant presque toute une génération comme une voix audible. À la fin, le Seigneur lui avait donné l'ordre de se préparer à sa mort. Mais au lieu de se repentir de ce plus grand mensonge, juste après l'envoi de la brochure dans laquelle figurait l'adresse du site www.missionnaire.net qui publiait ces lettres circulaires citées en référence, ce site a modifié son contenu. Toutes les lettres mentionnées ont été supprimées, la langue a été changée en Kinyarwanda et les circulaires manuscrits ont été remplacés par des versions audio à Kinyarwanda. Tout cela avait pour but d'empêcher ceux qui liraient la brochure de vérifier les malédictions citées. Quelques jours après cette publication, survint le décès de la sœur Anne-Marie Avie Amena dans un village de la Côte d'Ivoire le soir du 8e jour du 12e mois de la 74e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la première année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la deuxième année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 37e année de la vie de Patrael, le 5e jour de la semaine. Le jour de sa mort, avant même que la nouvelle ne me parvienne, j'avais commencé à ressentir un malaise, comme si quelque chose pénétrait dans mon corps. Après avoir appris la nouvelle par le bien-aimé Ezekiel Bedi, j'ai cherché un moyen de les consoler. C'est alors que j'ai vu en vision la sœur Anne-Marie reposant paisiblement et parlant de moi en disant aux gens: la personne que le prophète avait annoncée pour les derniers jours est déjà venue. Il s'appelle Patrael Muzembe. C'est mon père. Quand la vision s'acheva, une grande
grande joie m'envahit et j'ai rapporté cela au bien-aimé Ézéchiel, affirmant que la sœur était bel et bien vivante. Arrivé le 6e jour du premier mois de la 75e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 2e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 3e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 38e année de la vie de Patraël, le 5e jour de la semaine, Rachel, la petite sœur de bébé Kamono, arriva du village et s'installa dans la parcelle de Bondo, dans la maison de bébé. Et le 24e jour du même mois, maman Christine eut le courage de demander à bébé de retirer toutes ses affaires de sa maison pour les transférer dans la sienne, située à côté de celle de la maman, dans la même parcelle. Ainsi, le lendemain, bébé sortit effectivement tous ses bagages de la maison de maman. Cet acte fut pour moi un signe de victoire, car je l'avais annoncé lorsqu'on m'avait amené à Téléma que je la mettrais hors la maison de maman afin qu'elle cesse de lui nuire. À partir de ce moment-là, nous sommes donc restés seulement à deux. Maintenant, arrivé au début du 2e mois dans cette même année, j'ai vécu une grande expérience avec mes disciples. La nuit, nous discutons pendant de longues heures jusqu'à l'aube. Pendant que les choses se déroulaient dans le spirituel, un signe apparut dans le ciel, un arc-en-ciel entourait la lune. Les gens de la parcelle s'interrogeaient aussitôt sur la signification de ces signes et appelèrent maman Christine à regarder le ciel, car elle dormait dehors à cause de la chaleur. Peu après l'apparition de cet arc-en-ciel linéaire, je fus transporté dans une autre dimension. J'ai vu des croyants de mon message monter dans un bus pour m'accompagner au combat. C'était Mathurin, Ézéchiel, Christine, Saron, Joséric. Alors qu'ils montaient un à un et que je me prêtais à monter à mon tour, j'ai senti quelqu'un me toucher. En me tournant, j'ai vu une jeune fille qui me dit « C'est moi, Anne-Marie ». Puis elle monta elle aussi dans le bus. Je revins ensuite dans la pièce. À mon arrivée, je me dis « Elle est toujours à mes côtés. Les saints ne meurent pas ». Cette espérance renforça ma foi et me donna le courage de poursuivre le chemin de la parole de Dieu. Un jour, j'étais allé voir Saron, mais à mon arrivée, Ebené me jeta de l'eau de piment sur la chemise pour me chasser. À ma grande surprise, je fus rempli de joie, car cette réaction tant entendue, cela confirmait la parole de Dieu. Et juste après ces événements, j'ai commencé à discuter avec la maman comme si nous étions des simples amis. Mais dans la parcelle, les combats devenaient de plus en plus rudes. Je les mettais vraiment mal à l'aise, car je me moquais ouvertement d'eux en renversant leurs propres défis. Et comme tout le monde dans la parcelle me traitait de pauvre, incapable même de m'acheter un téléphone portable, j'achetais un Samsung Note 1. Avec ce téléphone, je les filmais et faisais exprès du tapage, allant jusqu'à distribuer de l'argent aux enfants de la parcelle. Je leur promettais même des dollars que je détenais à la main, s'ils arrivaient à bien danser sur une chanson mondaine que Chris chantait souvent pour se moquer de moi. Bref, j'ai commencé à agir comme eux. Le soir, quand la maman rentra, ils se mirent à m'accuser devant elle en disant « Ton fils n'est plus normal. Il s'est mis à filmer les enfants avec son nouveau téléphone. Il faut l'amener à l'hôpital. Il nous a trop dérangés aujourd'hui. » J'ai répondu « Je suis libre de faire ce que je veux. Personne ne peut m'obliger à prier. Vous savez tous que je ne suis pas pasteur et que je ne prie pas comme vous. Et avant que quelque chose ne m'arrive, je préfère boire de la bière, car je crains que Dieu ne me demande un jour pourquoi n'as-tu jamais goûté à la bière. Puis me tournant vers Zozo, une grande sœur de la parcelle qui vendait de la boisson. Je lui ai dit, viens, prends mon argent et apporte-moi une bouteille d'Inkoï, l'esprit quinois. Mais cette dernière hésita d'abord, et lorsque je lui remis l'argent, finalement, elle m'apporta la bière. À ce moment-là, tout le monde me regarda avec un grand étonnement. Ils n'auraient jamais cru que je pouvais boire de la bière, surtout qu'ils me connaissent depuis mon jeune âge. Et maintenant, après avoir bu, je me mis à danser devant la porte de la maison, selon la parole qui me fut adressée. Ma mère regardait sans rien dire. Une fois la danse terminée, une voix me dit, tu as la victoire, entre maintenant dans la maison. J'entrai donc et je m'endormis au sol. Mais pendant que j'étais encore éveillé, j'entendis de pleurs des gens venant du sous-sol. C'était les âmes des gens que les sorciers de cette parcelle
parcelle avait tué dans cette dernière. Peu après, j'entendis maman Christine appeler ma grande sœur Mado pour l'informer de la situation. Et quand Mado arriva chez la maman, elle dit: on m'a raconté la même chose chez moi et on m'a recommandé un docteur qui réside à Bumbu. Il est très compétent dans ce domaine. Demain matin, je viendrai avec lui. Le lendemain matin, elle revint effectivement avec ce nouveau docteur. Celui-ci expliqua à la maman qu'il allait me donner un traitement spécial de 7 jours composé d'injections intraveineuses. Il ajouta de nombreux commentaires sur l'efficacité de son traitement, assurant que cela mettrait fin à tout ce que je faisais. Le premier jour, il me donna la première injection, qui m'endormit pendant presque une demi-journée. Il continua ainsi chaque jour jusqu'au 7e. Mais l'après-midi du dernier jour, quelque chose me dit: sors de la maison, je vais te diriger. J'ai sorti donc et j'ai vu les charpentiers entrer d'enlever les tôles de la maison de la maman. Je me mis à crier sur lui en disant: donc c'est toi qui déranges la paix des gens ici. Pris de peur, les gens lui dirent de fuir. Aussitôt, il descendit en hâte et s'enfuit hors de la parcelle. Pour impressionner davantage les témoins, je me mis à piétiner un fait devant tout le monde sans me brûler, en leur disant: rien ne peut m'arrêter. C'est le 3e pour que vous combattez. Puis je rentrai dans la maison. Lorsque la maman est arrivée, on l'a informée de la situation. Alors elle appela le docteur qui me soignait. Lorsqu'il est arrivé, je lui ai dit: monsieur, vous m'avez parlé de 7 jours d'injection intraveineuse pour m'endormir. Alors vous devez respecter votre parole. Il répondit: c'est pour ton bien. Permettez-moi de te donner une autre injection. J'ai répliqué: je ne peux pas te permettre. Et comme je parlais à haute voix, tous les habitants de la parcelle sont accourus pour voir comment le docteur allait me faire dormir. Ce dernier, voyant la foule, il a commencé à vanter son médicament et dit: après cette dose, tu vas dormir toute la nuit. J'ai répondu: très bien, et je lui ai tendu ma main. En présence de témoins, j'ai dit: regardez bien comment ce grand docteur va commettre une erreur fatale en médecine. Et comme j'ai répété ces paroles plusieurs fois, la foule m'entoura pour voir cela. Maintenant, lorsqu'il trouva la veine et m'injecta le produit, au lieu de m'endormir, mon bras droit a commencé à gonfler immédiatement. Pris de panique, le docteur s'écria: tu es un sorcier. Comment pouvais-tu savoir que j'allais me tromper? Puis il sortit précipitamment de la maison. La maman furieuse lui dit: comment as-tu pu te tromper de veine, toi, le grand docteur? Ensuite, elle m'assura: c'est fini, je ne veux plus voir ce docteur. Le lendemain matin, on m'a conduit à nouveau au centre d'Injili Sainte-Thérèse chez le docteur Ntimba. Mais en sortant de la parcelle Papa Béros, le responsable principal de la parcelle de Bondo dit: surtout ne lui donnez pas son téléphone, c'est là que réside sa force. Sur cette base, la maman avait pris mon téléphone. Arrivée au centre, elle expliqua au docteur Ntimba tout ce qui s'était passé dans la parcelle. Le docteur demanda: pourquoi sa main droite est-elle gonflée? Au lieu de dire la vérité, la maman répondit que j'avais frappé le mur. Alors le docteur s'est mis à se moquer de moi. Tu es maintenant devenu fou, toi, le soi-disant serviteur de Dieu. À ce moment-là, une puissance tomba sur moi. Quelque chose se produisit malgré moi. Aussitôt, les infirmiers et les agents de sécurité accoururent pour me maîtriser en criant: on va te tabasser. Comment as-tu osé frapper notre docteur? Malgré leurs paroles, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Au lieu de me défendre, je me mis à chanter la chanson des dollars. Ils m'amenèrent dans une chambre puis m'attachaient avec des chaînes. Après m'avoir ligoté, on m'injecta un produit pour me faire dormir, mais il n'y eut aucun effet. Les infirmiers multiplièrent les tentatives pour trouver d'autres veines sans succès. Je leur demandai alors d'appeler l'infirmière qui m'avait reçu à la réception le premier jour, affirmant que seule elle pouvait trouver mes veines et réussir l'injection. Elles le firent et cet infirmier trouva la veine sans difficulté et m'administra les médicaments. C'est après m'être soigné que j'ai appris par la maman au téléphone avec Nancy que j'avais arraché la chemise du docteur en le frappant. Nancy rassura la maman en disant qu'elle payerait la chemise déchirée. Le lendemain, la maman appela Mimi Mboma, ma belle-sœur, la femme de mon grand frère Maki, et lui demanda d'apporter tous mes vêtements car j'ai resté retenu pour des soins et elle ignore combien de jours cela prendrait.
j'avais passé plusieurs jours dans ce centre. Et comme Saron ne faisait rien, elle venait dès qu'elle le pouvait. Elle ne comprenait pas toujours ce qui se passait, mais elle était la seule à qui je confiais ce qui m'arrivait sur le plan spirituel. Elle croyait de tout son cœur que je n'étais pas malade, mais c'était Dieu. Pendant notre séjour à l'hôpital, on retira toutes les tôles du toile de la maison de maman Christine. Comme c'était la saison de pluie, la maman ordonna à Mimi de déplacer ses valises et ses affaires importantes chez bébé Kamono. C'est ainsi que nous avons quitté la parcelle de Bono sans préavis. Après cela, la maman téléphona à Janvier Badianyama car il n'y avait pas d'autre endroit où aller. Le seul refuge possible était chez lui puisqu'il disposait d'une grande maison et de quelques pièces commerciales dans sa parcelle. Lorsque Janvier arriva à l'hôpital, la maman lui expliqua tout ce qui s'était passé aussi bien à la parcelle qu'à l'hôpital et comment on a enlevé les tôles de sa maison pour l'empêcher d'y retourner. À la fin, Christine lui montra quelques bordereaux de l'agence Western Union que je lui avais remis pour lui prouver que j'avais bien un travail et qu'il n'était donc pas nécessaire de continuer à m'importuner à ce sujet. Alors la maman voulait vérifier son authenticité. Après les avoir examinés, Janvier déclara: tu n'es qu'un escroc, tu joues avec la maman. Puis il commença à prier. Je lui répondis: faites attention, ne pose pas tes mains sur ma tête, car Dieu m'a dit que personne sur toute la terre n'est digne de m'imposer les mains. Celui qui les fera deviendra immédiatement l'ennemi du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsque j'eus fini de parler, il répondait: mensonge! Puis il m'imposa ses mains. Et après sa prière, il sortit avec la maman pour discuter, puis s'en alla. C'est ainsi qu'à ma sortie de l'hôpital, nous partîmes directement à Kisensu, sans que je sache que c'est là que se trouvait ma deuxième clé. Et un mois après notre arrivée, ma petite sœur Saint-Tiche Odia donna naissance à des jumeaux. La maman me laissa alors pour aller chez Nancy, qui habitait tout près afin de l'aider. Peu de temps après, une terrible nouvelle parvint dans la famille. Ma petite sœur Viviane Kamwanga Muzembe était décédée en République d'Afrique du Sud le 23e jour du 9e mois de la 75e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la deuxième année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la troisième année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 38e année de la vie de Patraël, le troisième jour de la semaine. Et 10 mois après, donc, le 27e jour du 7e mois de la 76e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la troisième année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la quatrième année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 39e année de la vie de Patraël, le 6e jour de la semaine, le bien-aimé Ido de la République du Bénin découvrit ma vidéo sur coronavirus et mes différentes publications sur Facebook, crie lui aussi. Et juste après son arrivée, au 4e mois de la 77e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 4e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 5e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 40e année de la vie de Patraël, Saron partit au Congo-Brazzaville chez son grand frère. Mais avant qu'elle parte, un jour j'étais parti voir Valentin Lumwanga pour lui parler. Mais ce dernier ne me donna aucune chance de le faire. Il me rejeta. Et une année et demie après le départ de ma Saron, j'ai retrouvé ma deuxième clé. Alors, pendant que je me préparais à la confirmer et à la mettre en sécurité, le Seigneur frappa Janvier Badianyama qui succomba à une crise cardiaque le 24e jour du 10e mois de la 78e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 5e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 6e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 41e année de la vie de Patraël, les premiers jours de la semaine. Et un mois et quelques jours seulement après sa mort, j'ai quitté la République démocratique du Congo pour la République d'Afrique du Sud. C'est le 22e jour du 2e mois de la 79e année après la fin de la Seconde Guerre des Nations, la 6e année du règne de Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, la 7e année du règne de Cyril Ramaphosa, président de la République d'Afrique du Sud, la 42e année de la vie de Patraël, le 7e jour de la semaine que j'ai confirmé ma deuxième clé. Et un mois seulement après cette confirmation, donc le 4e jour du 4e mois de cette même année, le 7e jour de la semaine, le docteur Ewald Frank mourit.
Maintenant, pour aujourd'hui, il serait mieux que je m'arrête ici même. Que ma paix soit avec tous ceux qui croient ces choses.